Avec l'habitude, vous allez voir que vous serez capable d'interpréter les signes. Salut les investisseurs intelligents, j'espère que vous allez bien. Je vous fais cette vidéo suite à des questions qui m'ont été posées en commentaire sur qu'est-ce qu'il faut absolument éviter pour éviter que votre investissement locatif tourne au drame. Je vais donc dans cette vidéo m'attacher à lister les différents points, les différentes caractéristiques des biens immobiliers que vous devez absolument fuir si jamais vous vous retrouvez nez à nez avec eux ou que vous imaginez pouvoir un jour posséder ce type de bien. Premièrement, acheter un bien immobilier dans une très grande copropriété, une copropriété qui fait 50, 100, 200 lots. Une très grande copropriété, c'est l'assurance d'avoir des frais de copropriété qui vont être très élevés et qui va donc occasionner la fatigue de votre locataire et donc le turnover. Pourquoi? Parce que votre locataire est là pour payer un loyer avant tout de payer des charges. Donc ici, premier indice que je peux vous donner, prenez des investissements immobiliers qui coûteront à votre locataire uniquement un maximum de 10 à 15% du montant du loyer. Ce qui veut dire que si votre locataire doit payer un loyer de 500 €, faites en sorte qu'il n'ait pas plus de 50 € à rajouter en charge ou à la rigueur 15%, 75 €. Mais si vous investissez dans un appartement dont le loyer est de 500 € et pour lequel il faut rajouter 150 à 200 € par mois de charges, eh bien vous pouvez être certain que votre locataire, lui, va tourner les talons et va aller chercher un autre bien immobilier qui est plus dans ses moyens. Pourquoi est-ce que ça coûte cher une grande copropriété? Parce qu'il y a souvent plusieurs ascenseurs, il y a un gardien, il y a des espaces verts, il y a des portes, il y a différentes dépenses qu'il n'y a pas dans une petite copropriété. Parce que lorsque c'est une copropriété de 5 ou 6 lots, eh bien il n'y a pas d'ascenseur, il n'y a pas de gardien, il n'y a pas de frais d'entretien, il y a un ménage peut-être pour les parties communes et éventuellement l'électricité pour les parties communes. Ce qui veut dire que pour un appartement simplement situé dans une copro de 8 à 10 lots, vous allez vous retrouver avec 25 ou 30 € par mois de charge, ce qui n'est pas du tout élevé parce qu'il y en a la moitié que vous allez devoir payer en tant que propriétaire et donc 15 € que vous allez pouvoir réclamer en charge auprès de votre locataire. Autre type de problème qu'il est courant de rencontrer, ce sont les propriétaires peu scrupuleux. Je prends un exemple. Vous avez un locataire, il occupe paisiblement le logement et puis un jour, il y a son ballon d'eau chaude qui est mort. Il y a sa chaudière qui demande à être remplacée. Il vous fait différents messages, c'est vous qui vous occupez directement de la gestion locative de votre bien et pour autant, vous ne répondez pas aux messages, vous voyez les textos mais vous ne répondez pas, vous voyez les appels manqués sur votre téléphone portable de la part de votre locataire mais vous ne répondez pas. Vous avez donc un locataire qui se sent lésé et qui commence à être un petit peu menaçant, qui va dire écoutez monsieur Dupont, si vous ne répondez pas à mes messages, si vous ne faites pas les travaux justement qu'il est obligatoire de faire pour le propriétaire, eh bien, je ne paierai pas mon loyer à partir du prochain mois. Et là, vous commencez vraiment à engager des problèmes parce que vous êtes justement un propriétaire un petit peu léger, vous n'êtes pas le petit doigt sur la couture avec la totalité des demandes que vous font vos locataires. Vos locataires sont comme des clients. Certes, il y a des choses qui leur incombent à eux de réaliser dans l'appartement, mais il y a aussi d'autres choses qu'il appartient au propriétaire de faire. Et si vous n'êtes pas réactif par rapport à ça, eh bien, vous êtes un mauvais propriétaire. Et donc, un mauvais propriétaire aura quoi? Des mauvais locataires qui vont devenir des mauvais payeurs. Donc en fait, vous n'aurez que ce que vous méritez. Donc faites attention à ça. Soyez toujours extrêmement réactifs. C'est la raison pour laquelle moi, par exemple, je mets toujours mes biens immobiliers en gestion locative auprès d'agences immobilières situées vraiment à proximité immédiate du bien que j'ai acheté. Pourquoi je fais ça? Parce que si un jour vous avez le locataire qui appelle parce qu'il y a son robinet qui fuit ou parce qu'il y a une chaudière à remplacer, eh bien l'agence immobilière spécialisée en gestion locative va appeler l'artisan, va faire le devis et dans la semaine, les travaux sont faits et le locataire a vu qu'il est justement logé dans une habitation qui appartient à un propriétaire qui est soucieux de la qualité de vie de son occupant. Vous êtes donc un bon propriétaire, vous aurez donc de bons locataires. C'est aussi simple que cela. Si vous avez trouvé ce conseil pertinent, n'hésitez pas à liker la vidéo. Troisième signe, n'achetez jamais d'appartement situé en étage élevé, surtout lorsqu'il n'y a pas d'ascenseur. Vous avez le droit d'acheter des appartements qui n'ont pas d'ascenseur s'ils sont au rez-de-chaussée, au premier, au deuxième, maximum au troisième étage. Mais si vous avez un quatrième étage sans ascenseur, autant vous dire que votre locataire ne va pas rester là longtemps, sauf si c'est un étudiant, mais l'étudiant, au mois de juin, il va résilier son bail et juillet, août, il ne sera pas là. Ou alors, vous allez être condamné à louer à de jeunes actifs et même des jeunes familles. Moi qui suis encore jeune papa, je peux vous dire que me taper 4 étages avec la poussette à la main, les courses, les packs d'eau, etc., ce serait vraiment pas possible et pas du tout envisageable. Il n'y a que dans les villes qui possèdent une énorme tension locative que vous serez capable de louer un appartement au 6e ou au 7e étage. Vous la louerez à une jeune famille avec des enfants, des courses, mais il y a tellement peu de logements disponibles à la location dans cette ville-là que forcément vous trouverez preneur. Mais attention, dans le reste de la France, je peux vous dire que louer un appartement au 5e étage sans ascenseur à une famille, c'est vraiment très compliqué. Donc, ok,
pour acheter un appartement en étage élevé sans ascenseur. Le problème, c'est que vous allez vraiment réduire le champ d'éligibilité des locataires pour votre logement. Donc faites vraiment attention à ce paramètre-là parce que même si au début, on est content de se dire « Allez, ça va faire du sport, j'ai 4-5 étages tous les jours », au bout de quelques semaines, quelques mois, ça devient vite fatigant et on commence vite à tourner les talons et aller voir ailleurs pour trouver un autre bien. Vous allez donc avoir beaucoup de turnover et le turnover, c'est l'ennemi numéro 1 de votre rentabilité parce qu'à chaque fois qu'il y a un turnover, il y a un petit entretien à faire de votre appartement, pourquoi pas des peintures, pourquoi pas remplacer du mobilier. Bref, il y a de la vacance locative qui s'installe et clairement, ça vient réduire très fortement votre rentabilité. J'en profite pour vous dire que si vous souhaitez vraiment ne pas vous tromper lorsque vous achetez un bien locatif, vous devez vous mettre dans la peau de votre occupant, de votre locataire. Et la meilleure façon, c'est de télécharger ici la checklist intelligente que je vous mets là, qui liste la totalité des points que vous devez voir parce que c'est la première chose que vos locataires, eux, vont voir. Et donc, si vous ne voulez ne rien omettre, ne rien oublier, ne rien occulter, eh bien, je vous encourage vivement à télécharger ce document qui vous empêchera d'oublier le moindre détail possible lors de vos visites de prospection immobilière. Un autre signe qui est typique, c'est lorsque vous signez votre compromis de vente en agence immobilière. Vous avez regardé les chaînes de Monsieur Rodolphe et vous avez décidé que vous allez mettre en place la technique de l'acte en main pour ne pas avoir à payer les frais de notaire. Ok, très bien, sauf que vous vous êtes mis d'accord, vous avez signé une lettre d'achat, l'agent immobilier vous dit oui, il n'y a pas de problème, on peut le faire, et puis entre-temps il s'est renseigné et il s'est rendu compte qu'il ne pouvait pas le faire. Sauf que il va vous apprendre ça le jour où vous serez assis face au propriétaire vendeur avec l'agent immobilier, vous allez être 3 autour de la table, et là qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on signe? Est-ce qu'on signe pas? Vous avez négocié ce bien-là, vous n'avez pas envie qu'il vous passe sous le nez, sauf que vous savez très bien que vu qu'il n'y a pas l'acte en main, alors vous serez obligé de rajouter de votre poche eh bien, les 8% en plus pour acquérir ce bien, pour vous acquitter des frais de notaire. Donc si vous avez négocié le bien qui était au départ à 250 000 € à 200 000 €, et bien sur 200 000 €, vous allez quand même avoir 16 000 € de frais de notaire à payer. Et vu que vous ne signez pas devant un notaire, et bien vous ne pourrez pas insérer au moment de la signature du compromis de vente une clause d'acte en main, ce qui fait que vous serez obligé de sortir 16 000 € de votre poche parce que la banque ne vous les financera plus. La banque ne finance plus les frais de notaire, même pour l'achat des résidences principales. Donc faites vraiment attention à ça. Et vraiment, je vous fais ce rappel, mais si vous êtes un abonné fidèle, que vous avez regardé une bonne partie des vidéos de ma chaîne, eh bien je vous interdis de signer votre compromis de vente avec un agent immobilier. Bien sûr, il peut être là, mais il doit être là à côté de vous, devant le notaire, dans le bureau de l'étude notariale. Parce que seul un notaire peut insérer une clause d'acte en main, et même pour la faculté de substitution, pour la relecture des conditions suspensives, bref, pour absolument tout, vous êtes beaucoup mieux protégé lorsque c'est votre notaire qui écrit le compromis, plutôt que lorsque c'est l'agent immobilier, ou pire, le notaire du vendeur seul, sans votre notaire. Donc faites vraiment attention, c'est vraiment ici une accumulation de petites choses qui peut vraiment parfaire soit la réussite de votre investissement, soit parfaire le ratage complet de votre investissement. Autre catastrophe possible, vous n'avez pas négocié l'annulation des frais de remboursement anticipé, les fameux IRA, indemnité de remboursement anticipé. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Vous avez acheté votre bien 200 000 €, ça fait 5 ans que vous le remboursez, vous n'avez plus que 150 000 € de capital à rembourser à la banque. Et là, vous avez une succession, un héritage, une vente, une grosse trésorerie qui vient d'arriver et vous avez envie de rembourser par anticipation la totalité des 150 000 € que vous devez à la banque d'un seul coup. Ok, pas de problème, sauf que là, vu que vous n'avez pas négocié l'annulation de l'indemnité des remboursements anticipés, la banque vous dit « Monsieur Dupont, vous me devez 150 000 €, mais vous me devez également une indemnité parce que nous avions convenu de gagner peut-être 50, 60, 70 000 € sur les 15 années suivantes. Vu qu'on ne va pas les gagner, eh bien l'indemnité est de temps et là vous avez facilement 15 ou 20 000 € à sortir de votre poche en plus, tout simplement parce que vous n'avez pas pris le soin de demander l'annulation des frais de remboursement anticipés auprès de votre banque avant la signature du contrat de prêt. Alors que cette demande, elle est extrêmement simple à avoir. En négociation, ça fait partie des choses que le banquier peut vous offrir sans contrepartie, alors que si vous le faites après, évidemment le banquier n'est pas idiot. Il sait très bien que si vous avez 150 000 € sur vous et que vous allez rembourser par anticipation le crédit, eh bien vous avez peut-être plus d'argent que prévu et donc ce plus d'argent va servir à quoi? À engraisser un peu plus la banque, justement par le moyen de l'indemnité de remboursement anticipé. Vous devez donc faire très attention à ça et ne rien manquer eh bien, lors de la signature du contrat de prêt et de la négociation que vous devez avoir avec votre partenaire financier. Autre signe annonciateur d'un bien immobilier qui va tourner au vinaigre, vous avez acheté un bien beaucoup trop loin de chez vous. Vous habitez Biarritz, vous avez acheté un bien à Mulhouse. Vous habitez à Lille, vous avez acheté un bien à Toulouse. Ça n'a absolument aucun sens de faire ça. Vous devez toujours acheter du haut de votre clocher. C'est une phrase de mon mentor. Pourquoi? Parce que si le bien est trop loin, alors ce n'est pas vous qui irez faire la vérification des travaux, qui ferez passer les artisans, qui justement ferait visiter l'appartement à différents candidats locataires, etc., etc. Il est vraiment important au tout début que ce soit vous qui gériez vous-même votre propre bien immobilier et vous ne pourrez pas le gérer si
il est à 800 km de là où vous habitez, ce qui paraît complètement normal. Donc n'oubliez pas cette petite phrase, on n'investit bien que du haut de son clocher. Ici, pensez à mon mentor qui me manque énormément. Mais voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que c'est vraiment important de chercher un bien immobilier qui se trouve maximum à 1 heure de transport ou de route de là où vous êtes, parce que si c'est au-delà d'1 heure, très clairement, vous allez vous décourager et cet investissement que vous allez faire sera le premier, mais également le dernier. Donc faites vraiment attention à ça. Et enfin, 7e et dernier signe, il paraît évident, mais vous n'avez pas respecté les 3 piliers que sont l'autofinancement, la tension locative et la qualité du bien. L'autofinancement, c'est simplement le respect de la règle des 70%. La tension locative, c'est simplement de vérifier sur le tensiomètre locatif si vous disposez d'une tension locative suffisante pour louer votre bien. Et la qualité du bien, c'est est-ce qu'après rénovation, vous pourriez vivre dans ce logement qui est dans cet immeuble, qui est dans ce quartier. Si vous pouvez cumuler ces 3 piliers, alors c'est ok, vous y arriverez. Mais très souvent, lorsque vous voyez les investissements immobiliers qui tournent au vinaigre, les 3 piliers ne sont pas respectés. Donc soyez vraiment attentifs sur tous ces points-là, chers amis investisseurs. Quoi qu'il arrive, je suis à votre disposition dans les commentaires pour répondre à toutes vos questions. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de partager cette vidéo si vous pensez qu'elle peut aider un proche. Et bien sûr, comme d'habitude, n'oubliez pas, crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Ciao!